Ah, c'est pas comme ça qu'on dit, hein. Non, mais Ouais, ouais, attends, on va attendre un peu que les gens arrivent. Ouais, ça va, mais là, tu peux commencer à y aller, tu vas refaire dans 5 minutes. Là, on nous a dit d'y aller, nous on y va, hein. Oui, on y va. Ok, donc bienvenue pour ce premier débat de ce dimanche, samedi matin. Alors, juste un plan technique avant de rentrer sur les. Nous, ça fait un peu ridicule de parler avec des micros et d'avoir des projecteurs. C'est juste pour garder la mémoire dans le temps et préparer les 60 ans de la Confédération paysanne avec les rushs de ce qui sera dit pour les 30 ans. Voilà, ça, c'est le premier élément. Donc, les intervenants et les participants qui veulent polémiquer, débattre, contredire, enrichir peuvent le faire. Voilà. Deuxième élément fondamental, nous partirons impérativement à 11 heures parce qu'à 11 heures aura lieu le rassemblement général devant la grande scène. Voilà, deuxième élément d'organisation. Et ce matin, donc, oui, l'autre élément de parler dans un micro, c'est que ça fait venir la foule en délire. Et bienvenue, rapprochez-vous le plus près possible. C'est là qui fait le meilleur. Le débat de ce matin qui vous a été indiqué sur les documents de manière succincte, là c'est bien dit. Donc, le nerf de la guerre, nous doter des moyens et de nos ambitions. On pouvait le prendre de plusieurs manières. La seule manière dont nous allons l'aborder, c'est par rapport au syndicalisme agricole, et notamment accessoirement de la Confédération paysanne. C'est-à-dire, c'est pas comment est-ce qu'on peut financer nos installations, nos développements d'exploitation, nos reconversions. Ça, c'est pas le but du sujet. On est bien sur l'action syndicale dans le champ agricole et tout particulièrement la Confédération paysanne. Comment on peut le financer? Puisque le droit garantit le droit au syndicalisme agricole, au pluralisme du syndicalisme agricole, il n'y a pas si longtemps que ça encore. Et théoriquement, il y a des moyens qui sont alloués, sauf que le positionnement fait que le financement d'un syndicat, ce n'est pas celui d'une association. Ce n'est pas la même chose que le syndicalisme salarié qu'on peut connaître par ailleurs. Et donc, les deux questions, si j'ai bien compris, qui vont se poser, c'est comment est financée l'organisation syndicale et dans ce contexte-là, quelles seraient les perspectives nouvelles qui pourraient être explorées, co-construites, envisagées, revendiquées pour y arriver. Voilà à peu près. À peu près. Hein, voilà. Donc, on a trois intervenants qui vont se présenter. Jean-Jacques Bailly, Jean-François Périgné et Serge Cordelier. Je leur laisse se présenter parce que c'est eux qui se connaissent le mieux. Et donc, ils vont intervenir dans un premier temps dans un système après d'échange en plénière jusqu'à 11 heures. Qui commence? je pense que c'est bien que ce soit Jean-François qui commence. Bon, bah, vous me connaissez, vous avez mon nom devant vous. Donc, Jean-François Périgné. Donc, je suis paysan de la mer. Donc, je suis conchiliculteur et plus précisément mytiliculteur. C'est-à-dire que je suis producteur de moules sur l'île d'Oléron, donc Conf 17. Et donc, j'ai fait déjà 2 mandats au comité national. Et depuis le congrès du mois d'avril, dans le Morbihan, donc, j'ai été élu au secrétariat national, où j'ai hérité de la lourde tâche de trésorier de la Confédération paysanne nationale. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Serge Cordelier. Je ne suis pas paysan du tout. Je viens de Paris où j'habite, mais j'ai été permanent syndical et j'ai accompagné la création et le développement pendant 7 années d'un organisme qui s'appelle AFIP, créé il y a 36 ans. Et c'est un organisme de formation collective et j'ai eu à étudier toutes ces questions, à faire de la formation là-dessus, etc. Et je continue à être observateur, mais je connais aussi bien le secteur de l'éducation populaire et les autres syndicalismes pour ces questions comme pour d'autres. Et je suis agronome au départ. Jean-Jacques Bailly, je suis paysan en Haute-Marne et en tout cas pas retraité,
comme on a pu le dire sur les papiers, voilà, on m'a déjà mis en retraite, c'est bien. Alors on se plaint qu'à la conf, on voit pas assez de jeunes, mais quand ceux qui sont encore pas en retraite, on les fout en retraite. Bon, c'est pas grave. Donc paysan en Haute-Marne, sur une ferme céréalière et productrice de volailles fermières. Fort engagé dans toute la production vente directe de nos fermes. Je suis porte-parole de la Confédération paysanne actuellement du Grand Est. Et j'ai été trésorier de la Confédération paysanne de 2003 à 2007. Et donc, j'ai particulièrement vécu tous les changements au niveau des financements des syndicats agricoles. Et donc, c'est pour ça qu'on m'a invité à la table. Donc, je te repasse la parole pour recadrer un petit peu, Jean-François. Même si ça a déjà été un peu fait. Ouais. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, moi, il n'y a pas tellement longtemps que je suis élu, puisque le congrès, c'est au mois d'avril. Donc, fin mai, début juin, il y a l'élection du secrétariat national. On se répartit les tâches. La logique a été de dire que quelqu'un qui n'était pas agriculteur sur le fond, c'est-à-dire sur les dossiers techniques, moi je suis paysan de la mer, donc la PAC et tout, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc j'ai pris le rôle de trésorier parce que c'est un rôle transversal, voilà, et pour pas surtout monopoliser l'énergie et le temps des autres collègues du SN qui sont plus techniques que moi sur les problèmes agricoles. J'hérite d'une situation que je découvre forcément. Et on va dire d'une situation financière, merci Josian, donc c'est le trésorier précédent, on va dire confortable. Et donc je découvre quand même des gros chiffres au départ. C'est-à-dire j'avais jamais vu autant de zéros devant une virgule. Je découvre une situation saine, donc une situation très cadrée dans le cadre de la gestion du financement de la conf. Il faut vous dire qu'on est sur un financement, enfin sur un budget consolidé, puisque à la maison de Bagnolet, il y a aussi les Amis de la Conf, il y a la FADEAR qui est l'organisme de formation de la Conf, il y a Mediapays qui est donc toute la partie communication de la Conf, entre autres à travers le journal Campagne Solidaire, dont vous avez des exemplaires ici auxquels vous pouvez vous abonner. C'est un très bon journal où il n'y a pas beaucoup de publicité pour des moissonneuses-batteuses. La SCI, donc, qui gère un petit peu les locaux où on est hébergé à Bagnolet. Donc voilà, tout ça, ça fait un budget qui tourne autour de 4 millions d'euros. Là-dessus, si on veut rentrer dans la problématique d'aujourd'hui, c'est qu'à peu près 75% du budget donc, émane de fonds de l'État. Donc à travers deux grosses enveloppes, le Minagri, donc qui est versé directement par le ministère de l'Agriculture, Minagri qu'on touche nous au national et qu'on redistribue ensuite aux régions qui redistribuent aux départements. Cette enveloppe est directement liée, alors on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails techniques de la grille de répartition, voilà, tu y reviendras, mais est directement liée en fait aux résultats qu'on fait aux élections professionnelles, donc, dont les prochaines vont avoir lieu dans un an et demi, voilà, à la fin de notre mandat. Donc on n'a pas intérêt à se rater. Voilà. Et une autre partie, donc sur... aide-moi... voilà, la promotion collective agricole. Ça fait 75% du budget. Donc c'est une partie sur laquelle il faut toujours se battre parce que donc comme il a été dit en introduction, c'est la garantie de l'État que la démocratie et la pluralité des opinions puissent s'exercer. C'est une partie qui est toujours à défendre et on a eu, enfin cette année particulièrement, j'ai eu à vivre un épisode qui avait peut-être dû se passer dans le temps, mais moi je le découvrais. C'est que d'habitude cette enveloppe du Minagri était versée relativement régulièrement, sauf que cette année, au mois de juillet, donc à la fin du premier semestre, on n'avait toujours rien vu venir de l'État et on n'avait toujours aucune trace de savoir si on allait toucher quelque chose. À force de réclamer au ministère de l'Agriculture, qui, comme vous le savez, avec les élections, a eu pas mal de chamboulements, parce que j'en suis déjà à mon deuxième ministre de l'Agriculture, en très peu de temps. Donc, a fini par nous verser l'enveloppe du premier trimestre. Nous, par contre, on avait joué le jeu au niveau des régions et des départements, donc on a fait l'avance de ce premier trimestre, on avait fait l'avance donc sur notre propre trésorerie. Du coup, on a pu refaire l'avance du deuxième trimestre et on n'a toujours pas de nouvelles du versement du deuxième trimestre. Donc, vous voyez, c'est quand même des financements qui sont relativement fragiles. Après, le reste, il faut le compléter par d'autres sources de financement.
Donc une partie intéressante pour nous parce qu'ils sont présents sur la fête et puis sans eux, je pense qu'on serait un peu plus en difficulté, c'est par l'intermédiaire de dons. Entre autres, on va citer les Amis de la Conf, donc, qui se sont créés en 2003 au Larzac. Et donc, ils sont déclarés association d'intérêt général. Donc, les dons qui sont versés aux Amis de la Conf sont défiscalisables, c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, voilà, ils abondent pas mal, ils nous aident beaucoup. Après, ben, c'est la recherche de sponsors, par exemple. Donc, Biocop, Groupama, Crédit Mutuel ici sur le site. Bon, voilà, donc ça, c'est aussi un gros boulot. Et puis, tout ce qui est les nouvelles sources de financement, qui est un peu nouveau chez nous à la Confédération Paysanne. Donc, les plateformes de dons, enfin, les plateformes de financement participatif, les appels à dons, etc. Qui pose débat au sein de la conf parce que y a des paysans qui disent on est un syndicat agricole, on doit d'abord parler aux paysans, et d'autres qui disent oui, mais nous, l'avenir de l'agriculture passe aussi par les comportements des consommateurs, donc on doit s'ouvrir sur la société. Ça pose un autre problème, c'est que nous, à la conf, on n'est pas habitué à ce genre de financement, et des financements participatifs, ça demande à assurer la gestion d'une plateforme de dons, un listing de donateurs, relancer, parce que les gens, ils ne mettent pas spontanément des sous sur une plateforme de crowdfunding, par exemple. Donc du coup, voilà, une nouvelle manière de se financer qui est nouvelle. Et la grosse difficulté qu'on a, c'est que sur la recherche de financement, on va dire plus institutionnel, il est assez facile. Il n'est jamais facile, mais il est relativement facile de trouver des financements sur des actions. Donc, par exemple, notre volet FADEAR, qui est sur l'accompagnement à l'installation, on est typiquement dans des actions. Un syndicat, il est dans des idées. Et dans ce qu'on va faire aujourd'hui, le dialogue, l'échange et tout, porter des idées, porter une politique, et ça, le traduire en action, c'est quand même pas vraiment évident. Voilà. Donc on a tout un tas de choses qui font évoluer le syndicat et qui soulèvent beaucoup de questions. Avant de passer la parole à Serge, qui va nous développer un petit peu un historique sur tous ces financements-là, et notamment au niveau de la promotion collective agricole, je voulais simplement redonner, suite à ce que tu viens de dire, j'ai absolument rien à redire sur ce que tu as dit, sauf que j'ai fait un petit calcul en me disant les financements qu'on a au niveau national et au niveau régional. Tu l'as dit, FADEAR, Mediapays, SCI du Cèdre, voilà. Et tout ça est financé avec le Minagri. Alors j'ai calculé grosso modo le Minagri, donc je reviendrai moi dessus un petit peu pour expliquer un petit peu l'histoire de ça et comment est-ce qu'on peut travailler autour de ça. C'est 40 à 50% du budget global de la Confédération Paysanne. La promotion collective agricole, c'est 20 à 25%. Tout ça, c'est des approximations, mais on est à peu près là. Les autres financements, tout ce qui peut être financement européen, DG Agri, l'interprofession, etc., puis il y a des nouvelles choses qui arrivent, c'est autour de 20 à 30%. Donc si on fait la somme de ça, on arrive largement au-dessus de 70-80% de financement. Les cotisations des paysans, c'est grosso modo 5% du financement de la Confédération Paysanne. Ça, c'est uniquement au niveau national. Tout ce qui est abonnement, ventes diverses, etc., c'est 3 à 5%. Et puis tout ce qui est dons, c'est, moi de ce que j'ai vu, maintenant peut-être que ça a évolué un petit peu plus ces derniers temps, mais je n'avais pas les moyens d'aller dans le détail, j'étais autour de 5%. Voilà. Et voilà, c'était simplement pour donner cet élément un petit peu de précision. Merci. Donc, Jean-Jacques a dit que je développerai un certain nombre de points concernant notamment la promotion collective agricole. Alors, je vais expliquer un peu d'où ça vient, mais très très brièvement, parce que on peut faire des colloques de 3 jours là-dessus, c'est intéressant, mais ce n'est pas le lieu. Et puis, je donnerai quelques points de comparaison avec d'autres syndicalismes et aussi avec les associations de type éducation populaire, dont les ONG,
pour voir certaines convergences, certains points communs, mais aussi des choses qui ne me semblent pas avoir été explorées, mais à ma connaissance, parce que je ne suis pas forcément à jour sur tout concernant le syndicalisme agricole que j'ai observé pendant 40 ans, mais donc voilà, je vais essayer d'être très bref. Et je pense qu'il faut revenir, parce que ça permet de faire la boucle avec les questions que Jean-François a posées sur les nouvelles formes recherchées, les débats que ça ouvre. J'aurais dire 3 mots sur la légitimité du financement public des syndicats. Et ça veut dire se rappeler, il y a une sono qui est plus forte là-bas. Hein. Bon, ça veut dire revenir sur les conditions dans lesquelles la République s'est apaisée en France et s'est stabilisée, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Alors, je vais en dire que 3-4 mots, mais c'est très important. Il a fallu un siècle pour que, après la Grande Révolution de 89, la situation se stabilise et demeure durablement démocratique. Il y a eu des crises sociales, il y a eu des tas de choses, il y a eu la guerre, bien sûr. Mais c'est vers 1880 que la République s'est vraiment consolidée. Alors, à travers 2 choses. D'une part, un certain nombre de lois de liberté qui permettaient à la société civile, c'est les associations, c'est les syndicats, c'est la presse aussi, c'est les mutuelles, les coopératives, etc. En France, en tout cas, c'est l'exception. D'une part, alors ça a été les lois de liberté sur les syndicats, 1884. Je ne vais pas vous assommer avec les dates, tout ça est écrit et communicable pour ceux qui le souhaitent. Les lois sur les mutuelles, la grande loi sur les associations qui est très libérale, très ouverte, de 1901, la loi sur le droit à l'information, le droit de la presse, 1881 aussi, d'une part. Ça, c'était les libertés pour la société à s'auto-organiser, sous forme syndicale notamment. Et puis de l'autre côté, ce qu'on oublie tout le temps, c'est que l'État a engagé des politiques publiques, des politiques de ministère, disons pour faire plus simple, fortes et actives. Alors il y en a une qui est très connue, c'est la loi sur l'école publique gratuite et obligatoire, c'est 82-83, les lois Jules Ferry et compagnie. C'est des lois de réglementation du temps de travail, notamment pour les enfants, pour les femmes. Ça commence dans cette période. C'est des lois sur ce qui va devenir la sécurité sociale, surtout après 1945. C'est des lois sur différents autres domaines, y compris l'agriculture. C'était une loi active sur le protectionnisme. Et on ne peut pas comprendre comment la République s'est installée si on n'a pas les 2 volets. La société civile qui s'organise avec des lois d'auto-organisation et de l'autre côté, l'État qui met en place des politiques publiques fortes pour être un interlocuteur actif et qui avait besoin des organisations de la société. Voilà, j'en reste là. J'ai écrit plein de choses là-dessus, mais ce n'est pas le sujet direct. Deuxième point. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le syndicalisme agricole ne ressemblait pas du tout à ce qui a suivi. Parce qu'il s'agissait de syndicats boutiques, on appelle ça comme ça, et alors qui avaient un mode de financement, parce que ça confondait plusieurs fonctions. En gros, les syndicats, les coopératives, les sociétés de secours mutuels parfois, qui vendaient les polices d'assurance, etc., faisaient à peu près la même activité et se finançaient à travers, par exemple, la vente des semences, des petits matériels, des assurances, etc. Et puis, avant la Deuxième Guerre mondiale, ce n'étaient pas des producteurs
pas des vrais paysans, qui représentaient l'agriculture. C'était des notables, soit des élus, soit ce qu'un grand historien, il s'appelle Pierre Barral, a appelé les autorités sociales, c'est-à-dire les gens liés à l'Église, à l'aristocratie d'un côté, ou côté élu, côté républicain, donc c'était deux courants politiques inconciliables, souvent des républicains, souvent des francs-maçons, pas toujours, mais souvent. Voilà. Après la guerre, ça a été différent. C'est curieusement, sous Vichy, mais ce n'est pas la seule curiosité de Vichy, qu'il y a eu les premières élections professionnelles pour désigner les responsables agricoles par vote. Et ensuite, il y a eu l'installation de nouvelles organisations, dont une dont plus personne n'entend parler, c'est la CGA, Confédération Générale de l'Agriculture, née dans la résistance, orientée d'un point de vue très progressiste, sous le gouvernement tripartite de la Libération qui alliait gaullistes, communistes et chrétiens démocrates réformateurs. C'est de là que naît la FNSEA, qui était une branche initialement, une branche subordonnée de la CGA. Et puis elle a pris sa revanche, c'était souvent des anciens de la corporation de Vichy, en marginalisant la CGA qui a disparu du paysage. Alors, les élections chambres, je ne vais pas faire l'historique, mais ce qui permet de mesurer la représentativité, ça a connu différentes étapes. Et ça aussi, il y a des écrits, je ne m'étends pas là-dessus. Sur la promotion collective agricole, 2 mots, qui est donc Jean-Jacques vient de dire que ça représente 20 à 25%, ça dépend des saisons, ça dépend aussi de la représentativité un peu, et puis ça dépend aussi des robinets qui s'ouvrent et qui se ferment à d'autres organismes. Depuis quelques années, ça s'est plutôt fermé, notamment aux organisations d'éducation populaire, y compris les plus historiques, y compris le MRJC par exemple, qui au départ jouait un très grand rôle dans cette fonction-là. La promotion collective agricole, la légitimité, c'est de former des militants et des responsables ou futurs responsables. Ça date d'une loi, ça a été intégré dans une loi sur la promotion sociale qui date de 1959. Et l'équivalent existe pour le syndicalisme salarié, ça s'appelle l'éducation ouvrière. Et c'est très important aussi, et c'est très parallèle. Il y a des centres de formation de cadres et responsables syndicaux, aussi pour les syndicats de salariés, CGT, CFDT, etc. Pour la PCA jouait un rôle considérable de renouvellement d'une génération entière. C'était l'intérêt bien compris de l'État, sous De Gaulle, puisque c'est 59, le retour de De Gaulle c'est 58. Et puis, pour remplacer les caciques, les notables souvent agrariens, qui étaient dominés par les grandes cultures du Nord et du bassin parisien, céréales, betteraves principalement. Et donc ça a formé une nouvelle génération de responsables qui a pris le pouvoir à la FNSEA, puis d'abord au CNJA, les JA actuels, ils ont repris une structure qui était associative, ils l'ont faite, et c'est des gens qui venaient de la jeunesse agricole chrétienne, l'ancêtre du MRJC, en majorité, pas tous. Et ensuite, ils ont pris le pouvoir à la FNSEA, puis dans toutes les organisations, y compris spécialisées, etc. Et il y a eu des très gros financements pour l'époque. Je vais en donner 3 chiffres tout de suite. Et ça a permis d'installer une génération qui a tenu un pouvoir pratiquement exclusif jusque dans les années 80, jusqu'au début des années 80. Il y avait pourtant un autre syndicat qui s'est créé en 59, le MODEF, qui était dominant dans ce département. Par exemple, la Charente est très fort en Charente-Maritime à côté.
qui était animé par des militants de la gauche laïque et principalement, y compris dans la direction, par des communistes. Mais il y avait aussi des socialistes laïques. Et ce mouvement s'était développé sans être très structuré, comme l'expression de gens qui refusaient l'exclusivité dont bénéficiait officiellement la FNSEA avec son organisation de jeunesse, les jeunes agriculteurs. Parce que c'est la même organisation organiquement, le CNJA qu'on appelle JA maintenant et la FNSEA, c'est la même chose. D'ailleurs, les jeunes agriculteurs, sauf quand dans certains départements, ils étaient en désaccord avec leurs aînés, se sont jamais présentés. Et donc c'est le couple des deux organisations, qui en sont qu'une, qui se présente. Ça pour clarifier un peu, parce que c'est un peu incompréhensible. Parce que les jeunes agriculteurs sont reconnus représentatifs au même titre considérable que la FNSEA et ont eu des attributions à partir des lois de modernisation, des lois complémentaires, d'orientation et complémentaires de 60-62, très importantes dans certains domaines, notamment pour l'installation. Et je signale que ces textes-là sont toujours en vigueur. 2-3 décennies après les débuts du pluralisme, la reconnaissance du pluralisme de représentation. Voilà, alors ce dispositif, pour ceux que ça intéresse, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Il y a un livre qui reprend une énorme communication. Je peux la transmettre par Internet si vous me laissez donc sur la PCA. Mais je n'en dis pas beaucoup plus, sauf une comparaison un peu sur les 2 années qui sont très significatives, que je résume beaucoup. 1963, puisque j'ai dit ça a été créé en 1959. Il y avait 16 organismes agréés, des syndicats agricoles, des syndicats de salariés et des associations et instituts de formation, pour certains liés, comme l'IFOCAP pour la FNSEA, Institut de formation des cadres paysans, et puis d'autres indépendants. Voilà. En 1963, en euros actuels, j'ai fait l'actualisation, l'ensemble du dispositif correspondait à 3 823 000 francs de l'époque, c'est-à-dire 5,2 millions d'euros actuels. Donc c'est pas rien. Comment ? Non, mais je parle de 1963, là. En euros, 5 250 000. Mais on s'en fout même, un peu plus de 5 millions. Voilà. En euros 2012, parce que j'avais fait ces calculs sur... mais c'est pratiquement pareil maintenant. Et là-dessus, il y a un bloc qui compte pour beaucoup, pour 40%. C'est le bloc FNSEA, CNJA et IFOCAP, c'est-à-dire l'Institut de formation de responsables communs. Ils ont pratiquement le même poids, en euros d'aujourd'hui, autour de 750 000 euros. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le CNJA a le double au franc près, à l'époque, de la JAC dont il était largement issu. Et ça a fait un conflit, d'ailleurs, qui a duré 2 ou 3 ans entre les deux organisations. Voilà. Et puis, il y avait d'autres organismes de la coopération, les syndicats de salariés, je ne donne pas les chiffres, mais c'est intéressant de dire qu'à l'époque, le MODEF n'était pas reconnu. Il n'a été qu'à partir de 1981, avec l'alternance politique. Et puis, qu'il y avait une certaine diversité avec les CIVAM, qui avaient la même somme, sinon un peu plus que la FNSEA.
Alors, en comparaison, après la reconnaissance du pluralisme, dont l'essentiel est intervenu seulement en 1989, en l'an 2000, ce qui permet de neutraliser les effets des alternances successives droite-gauche ou gauche-droite, il y avait en gros 7 millions d'euros. FNSEA, CNJA représentait du bloc syndical représentait 74%. La Conf, 25%. On peut faire la même comparaison entre l'IFOCAP, l'Institut de formation des responsables de la FNSEA CNJA, et la FADEAR, qui ne fait pas que de la formation, mais c'est 75-25 en gros aussi. Et ces montants-là n'ont pas bon. Mais ça a été très compliqué dans les années 80 pour rétablir des équilibres meilleurs, qui ne sont pas forcément parfaits. Et d'ailleurs, c'est un peu compliqué parce que la FADEAR et la Conf sont organiquement liées, ce qui n'est pas le cas juridiquement de l'IFOCAP et de la FNSEA. Ça suffit pour les chiffres, si certains sont intéressés à plus. Voilà. Jean-Jacques va parler du financement du développement, ce qu'était l'ANDA, l'Association nationale de développement agricole. Je pourrais en parler aussi, parce que j'ai été témoin de beaucoup de choses, mais ça sera mieux et plus précis. Et puis, donc j'ai dit pour l'essentiel qu'il y a d'autres dispositifs, mais pour certains comparables, dans les autres syndicalismes, à ceci près que pour le syndicalisme enseignant, c'est très particulier, parce que longtemps, il n'y a pas eu de scission à ce qui correspondait à la CGT, et qu'a donné la CGT et FO d'un côté, et puis la FEN qui regroupait les gens qui votaient plutôt à gauche, menait une politique de cogestion avec le ministère. Donc là, il y a plein de mécanismes très spécifiques. Je voulais dire aussi 2 mots sur l'éducation populaire, alors que j'ai bien connu pour avoir eu beaucoup de responsabilités là-dedans. Il y a une histoire des financements des associations qui a beaucoup évolué, dans un sens positif en certaines périodes, négatif dans la dernière période depuis une quinzaine d'années, au point que certains financements ont été supprimés. Par exemple, pour les organisations à vocation agricole et rurale, la promotion collective, justement, qui était très importante pour certaines, au point que plusieurs ont déposé le bilan ou sont réduits à très peu de choses. Ça vaut pour beaucoup, beaucoup. Voilà. Et les formes principales, c'était financement public ou collectivité. Et effectivement, on est passé d'une logique de subvention à une logique de financement sur projet. Mais est-ce que le syndicalisme tel que la Conf ou d'autres syndicalismes doivent suivre le même chemin? J'en sais rien, c'est un débat, comme le dit mon voisin de droite. Hein. Moi, je ne suis pas assis dans le même sens que vous. Et aussi, d'autres formules, alors je ne vais pas les énumérer, j'ai enseigné ça dans des formations de responsables associatifs. Je peux aussi communiquer, si vous me laissez un mail, des extraits de tout ça. Alors, dans les autres formules, alors les associations, c'est un ancrage très territorial, local, en général. Donc, les collectivités territoriales jouent souvent un grand jeu, mais ce n'est pas la même légitimité que les syndicats pour beaucoup de choses. D'autres choses, c'est les dons, notamment pour les associations sous forme ONG, l'humanitaire, au sens où la coopération au développement. C'est très important pour l'humanitaire. Ils ont développé des techniques très professionnelles de collecte de dons à partir des années 80. Quand on se fait raconter ça par les grandes ONG telles que MSF, Médecins du Monde, etc. C'est passionnant parce que c'est un peu les mêmes histoires.
D'autre part, je voulais signaler que, puis je vais en rester là dans un premier temps, je voulais signaler, j'ai été un peu long déjà, qu'il existe depuis une loi de 2008, je crois, la possibilité de créer des fonds de dotation. Les fonds de dotation, ça ressemble un peu à des fondations, mais c'est très très facile, c'est presque aussi facile que pour déclarer une association. Et ça vise à réunir des financements venant du secteur privé à but non lucratif, donc c'est très large, associations notamment, mais ça peut être d'autres choses, y compris les entreprises de l'économie sociale. Et puis, comme les fondations, on peut ensuite libérer le produit de ces capitaux qui sont dans le fonds de dotation. Et certaines ONG ont commencé à créer des fonds et à se financer en partie comme ça. Moi, je pense que ça peut être intéressant, peut-être pour la FADEAR plus que la Conf, mais c'est très peu connu et c'est important. Voilà, j'en reste là parce que c'est un sujet de colloque de 3 jours. Bon. On n'a pas 3 jours. Merci Serge. Oui, je pense qu'au niveau de la Conf nationale, tout le travail au niveau des fonds de dotation, c'est des réflexions qui sont menées depuis un petit temps. Maintenant, moi, j'y participe pas à la commission finance, donc je pourrais pas en dire plus, mais je crois qu'on est dessus et c'est important. Donc, Serge a bien dit, la promotion collective agricole, c'est une répartition qui est quand même très politique. Et moi, quand j'étais trésorier, on constatait ce que l'on nous versait, on essayait bien sûr d'avoir l'enveloppe la plus conséquente possible pour nous, mais je veux dire, on arrivait difficilement à savoir ce que les autres touchaient, combien, on voyait que ça allait être supprimé d'un côté. Enfin, c'est vraiment une enveloppe qui a une histoire, mais qui est certainement de plus en plus fragile au regard des financements publics que peuvent avoir les syndicats agricoles. Il y a eu, moi, de mon temps, en 2004 ou 5, un contrôle de la Cour des comptes sur ce financement de la promotion collective agricole. Ils sont venus voir un petit peu, on faisait quoi avec ce financement-là, comment on le justifiait. Nous, on a considéré que toute l'activité de la Confédération paysanne et de la FADEAR, chaque fois que des paysans venaient dans des réunions localement, départementalement, régionalement ou nationalement, ça faisait partie d'une promotion une promotion collective, quoi. Bon, donc c'est pour ça que vous avez, ça va vous parler, chaque fois qu'on fait des feuilles d'émargement avec votre formation, voilà, ça fait des 20 ans ou 30 ans qu'on fait ça, on stocke ça, mais c'est ce qui justifie le financement de la promotion collective. On en a quand même une partie qui n'est pas négligeable. Tu as parlé en pourcentage. Moi, quand je reprends les chiffres que m'a donné Odile, la responsable salariée sur toutes les finances à la Conf, la PCA, en 2005, on avait 800 000 euros, grosso modo, 8 à 900 000 euros. Aujourd'hui, on est toujours à 800 000 euros. Grosso modo, on n'a pas bougé. Donc, c'est quand même des financements qui sont conséquents pour la Confédération paysanne. Donc, c'est important que nous, on continue d'émarger, de bien enfiler les justificatifs, même si c'est des fois un peu tiré par les cheveux à vos yeux, mais c'est quand même capital pour notre fonctionnement. Alors, la PCA, c'est quand même un peu le fait du prince. Les financements du ministère de l'Agriculture, là, je vais revenir dessus un petit peu plus longuement. Ça s'est stabilisé. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur l'historique de l'ANDA, mais bon, en fait, il n'y a pas eu de financement public des syndicats agricoles. Ça n'est apparu qu'en 2001. Avant 2001, c'était le développement agricole, les taxes payées par tous les paysans en France, taxes qu'on continue à payer, mais avant 2001, il n'y avait pas de financement des syndicats agricoles et c'était le développement agricole qui finançait les syndicats.
Donc la FNSEA, évidemment, comme elle était majoritaire et qu'elle avait tout, la forteresse agricole était là, et elle tapait dans des enveloppes de développement agricole, plus ou moins bidons, et surtout plus que moins bidons. Et donc c'est comme ça que ça fonctionnait jusqu'à un moment donné où il y a... il y a eu une critique forte sur ce financement de l'ANDA, ce monopole de la FNSEA sur l'ANDA. On a fait énormément de boulot au niveau de la conf et même des travailleurs paysans, etc. avant pour dénoncer ce financement occulte et abusif. Voilà. Et au bout de 20 ans, on a fini par faire en sorte que le politique se dise il faut, ça c'était du temps de Glavany, il faut absolument que les syndicats agricoles aient un financement à part et bien calculé. Donc Glavany a mis dans la loi d'orientation agricole en 99 un article, a glissé un article sur le financement des syndicats agricoles, ce qui fait que, alors là, nous, au niveau de la conf, moi j'étais pas trésorier, je suis arrivé en 2003, mais je pense qu'on n'a pas vu, on était dans des mouvements plus globaux et on n'a pas bossé ce détail parce que c'est énorme les lois d'orientation quand elles s'écrivent, mais c'est à ce moment-là que dans cet article-là, on a précisé que le financement des syndicats agricoles serait basé sur 2 critères issus du score aux élections Chambre d'agriculture. Donc le premier critère, ce serait le score, le pourcentage obtenu dans chacun des départements, qui fait une somme nationale, soit. Et le deuxième critère, ce serait le nombre d'élus aux élections Chambre d'agriculture. Donc ça, on a laissé passer ça, le politique n'a pas relevé et c'est encore sur cette base-là qu'on répartit les financements aux syndicats agricoles. Et ça, on peut penser quand même que la FNSEA a fortement penché pour avoir ce deuxième critère, le critère du nombre d'élus aux élections Chambre d'agriculture, élus Chambre d'agriculture, puisque le type de scrutin aux élections Chambre d'agriculture, c'est un scrutin semi-proportionnel, et que donc la liste qui arrive en tête emporte moitié des sièges à la Chambre d'agriculture, et que la moitié restante est répartie à la proportionnelle, ce qui fait que on a, dans notre département, on fait 20% aux élections Chambre d'agriculture, on a 2 élus. Et puis, quand on a été jusqu'à 40%, on a eu 4 élus. Alors que la FNSEA en avait 21 moins 4, ou voilà, actuellement c'est 21 moins 4. Donc évidemment, le deuxième critère sur le nombre d'élus aux élections Chambre d'agriculture privilégie le syndicat majoritaire fortement. Faut pas se leurrer, on sait qui a poussé pour que ça soit comme ça. Alors, cette enveloppe-là, elle a été fixée, le montant, il a été fixé, je ne sais pas comment il a été fixé en 2002, puisque la première enveloppe qui a été débloquée, me semble-t-il, que c'est en 2002. Mais ça, on n'est pas à une année près. Et c'est une enveloppe qui oscillait entre 15 et 20 millions d'euros. Et c'est toujours une enveloppe qui est toujours entre 15 et 20 millions d'euros, qui se stabilise autour. En ce moment, je crois qu'on est... je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. L'enveloppe, justement, ça, les dernières années, je ne sais pas exactement le montant de l'enveloppe, mais je sais qu'elle a varié. J'ai les chiffres jusqu'à ces dernières années, mais elle aussi entre 15 et 20 millions d'euros. Donc, pour la petite histoire, quand Glavany est au pouvoir, c'est Patria qui a pris sa suite juste avant les élections de 2002. Et Patria a fixé les 2 critères par un décret, le décret du 2 avril 2002, disant que le score pèsera pour 60% de la répartition de l'enveloppe, le score aux élections Chambre d'agriculture dans chaque département, et le nombre d'élus pèsera pour 25%. Là, ça a permis, à un moment donné où la Confédération paysanne sortait d'une élection où on est passé à 27%, où on a pu bénéficier d'une enveloppe sur une année, qui a été une année ou une année et demie, parce que voilà, c'est pas aussi mathématique que ça, mais un financement conséquent dès le départ de cette répartition-là.
Ça n'a pas duré, donc là c'est une enveloppe qui a été en 2001, la Confédération paysanne, on a eu 2 800 000 euros de soutien du ministère de l'Agriculture, de financement du ministère de l'Agriculture. Hein. Donc ça c'est issu du budget du ministère de l'Agriculture. Je rappelle quand même que le budget du ministère de l'Agriculture c'est 5 milliards d'euros. Hein, donc évidemment c'est aussi plein d'aides à l'installation, etc. Pour les agriculteurs. Donc, mais c'est quand même ces 15 millions d'euros là, c'est pas non plus énorme. Ça correspond, ces 15 millions d'euros là, de 2003 à 2015, ce financement des syndicats agricoles là, il a été prélevé sur l'enveloppe du développement agricole. Quand il y a eu après l'ANDA, l'ADAR et le CASDAR, le gouvernement a décidé, le ministère de l'Agriculture a décidé de prélever 15% du budget du développement agricole et de l'affecter au financement des syndicats agricoles. Donc c'est pour ça qu'on avait une enveloppe envers les syndicats qui variait tous les ans parce que la taxe prélevée pour le développement agricole, elle varie en fonction du chiffre d'affaires qu'on fait sur nos fermes. Hein. Donc voilà, ça c'était quelque chose de variable. Maintenant c'est terminé depuis 2015, ça c'est petite aussi anecdote, depuis 2015, le développement agricole bénéficie de 100% de la taxe ADAR, qui est gérée par le CASDAR, alors qu'avant, il n'en bénéficiait que de 85%. Donc depuis 2 ans, il y a encore une augmentation du budget pour le développement agricole, qui va dans les instituts, qui va principalement dans les instituts, qui va principalement dans les chambres d'agriculture. Voilà, on en bénéficie un tout petit peu au niveau de la FADEAR, puisque maintenant on est reconnu ONVAR, donc organisme... ONVAR, c'est nationaux à vocation agricole et rurale, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, depuis quelques années, on bénéficie aussi d'un financement du développement agricole. Donc, c'est pas négligeable pour notre organisation. Mais donc, voilà. Ouais, du temps au débat, on est bien, on a encore 1 heure là. Ouais. Ok. Donc simplement, je voulais dire que du temps de Glavany-Patria, le rapport, c'était 75-25. Arrive Guémard en 2003 et lui, tout de suite, il dit ce sera plus équitable si on met, mais c'est clairement ses termes, hein, il nous a dit, mais ce sera plus équitable si c'est 50%, 50%. Droit dans les yeux, 50%, 50%. C'est équitable à ses yeux. Et donc là, c'est notre enveloppe qui se voit baisser de 400 000 euros d'un coup, d'un seul. Pour la petite anecdote, ça a valu une belle occupation du ministère de l'Agriculture, puisque une des premières rencontres qu'on a pu avoir avec Guémard, voilà, pour faire les présentations, et à un moment donné, on lui a dit, nous, de toute façon, on est venu pour occuper le ministère de l'Agriculture, donc on ne s'en va plus tant que vous n'avez pas révisé ces critères-là. Et donc là, ça a été un peu la panique. Après ça, on ne rentrait plus aussi facilement au ministère de l'Agriculture, je vous le dis, parce que donc il a quitté son bureau et puis nous, on est resté dans le ministère, on a occupé tout le ministère, tout le grand bâtiment. Et bon, voilà, ça n'a pas changé le critère, mais il a fait une rallonge pour l'année, voilà, pour éviter que ce soit trop difficile la première année. Mais bon, voilà, on s'est battu par rapport à ça, très clairement. Et donc, on a vécu à la Confédération paysanne pendant de 2003 jusqu'à 2007, une baisse de 400 000 euros. 2007 arrive, c'est les élections chambre d'agriculture, et là, on passe de 27 à 20%. Donc, on reprend encore 400 000 euros de baisse, voilà, puisque les critères sont toujours à 50-50. Et donc là, on a un budget issu du ministère de l'Agriculture qui est autour de 800 000 euros, alors que au niveau national, hein, donc 1,6 million, on passe de 2,8 millions à 2,4 millions, puis après à 2 millions, à 1,9 million, voilà, grosso modo, à partir de 2007. Et de 2007 jusqu'à l'arrivée de Le Foll, et Le Foll rétablit sur pression, aussi, il y a eu un rapport sur le financement des syndicats agricoles, le rapport Perruchot, ce n'était pas uniquement un rapport sur le financement des syndicats agricoles, c'est sur le financement de l'ensemble des syndicats, mais le rapport Perruchot mettait le doigt sur le déséquilibre de financement entre la FNSEA et les autres syndicats agricoles. Et donc, suite à ça, suite aussi à la pression qu'on a continué de faire au niveau du ministère, Le Foll arrivant
Alors on va dire aussi peut-être parce que on n'a pas senti qu'il avait une très grande sensibilité envers la Confédération paysanne, mais il n'empêche qu'il rétablit dès son arrivée le rapport à 75-25, ce qui fait que là on revient sur un financement du Minagri à hauteur de 2,3 millions d'euros, donc depuis l'arrivée de Le Foll. Ce qui nous met, mais c'est pas suffisant, c'est pas parce qu'on a un budget qui est devenu plus conséquent que ça nous permet plus facilement d'avoir des finances saines. Donc, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir effectivement une équipe au niveau national qui gère bien. Et tu l'as dit, Josian et l'équipe, ils ont fait du bon boulot. Moi, personnellement, je n'ai pas dû faire ce bon boulot-là à l'époque quand j'y étais, puisque il y avait, oui, évidemment, on a eu une enveloppe conséquente, et puis eh bien, on arrive, même avec une enveloppe conséquente, à faire des déficits. Et puis, quand elle se réduit drastiquement, puisqu'on a vécu 400 et 2 fois 400 000 euros, là, on a continué d'être dans du déficit. Donc, c'est vrai qu'on a légué une situation qui était très difficile, où on a été obligé de se restructurer, de licencier au niveau national, parce que même à se poser la question à l'époque, mais ça n'a pas été certain, on dit il faut peut-être qu'on vende le siège, parce qu'il nous appartient, alors que c'était la dernière des choses à faire, à mon sens. Et heureusement qu'on l'a gardé, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on ferait s'il fallait qu'on aille louer. Voilà, mais bon, voilà, ça a traversé l'esprit de certains à l'époque, parce que c'était difficile. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est inscrit dans la loi d'orientation. Il faut bien le revendiquer, c'est vraiment une légitimité totale. Et il faut aussi bien toujours étudier le montant de l'enveloppe. Moi, je n'ai aucune idée, je n'ai pas eu les informations à l'époque. On a essayé de les avoir, mais on ne les avait pas. Mais au niveau du ministère, le montant total de cette enveloppe-là, parce qu'on nous octroie 2,3 millions, mais est-ce qu'en fait, il n'y a pas... voilà, est-ce que les calculs sont équitablement faits quand même? Sur quel montant de l'enveloppe totale, etc. Il faut toujours, auprès du ministère de l'Agriculture, avoir des comptes bien précis là-dessus pour éviter que, voilà, il y ait des fonds de tiroir qui aillent plutôt d'un côté que de l'autre. Hein. Donc voilà, ça, je crois que c'est ton boulot, parce que là, on arrive tout de suite à avoir 50, 100 000 euros. Et quand on sait que les amis de la Confédération paysanne, et c'est pas négligeable, et c'est important symboliquement, ça c'est ce qu'on a voulu dès 2003, quand on a commencé à avoir cette réduction des finances, on s'est dit il faut qu'on aille chercher des financements ailleurs, auprès de la société civile, etc. Donc les amis de la Conf sont mis en place à ce moment-là sur le Larzac. Mais ça représente les dons que font les amis de la Conf tous les ans, c'est 40 000 euros. Donc on est loin de 40 000 euros, c'est un demi-poste salarié au niveau national. Donc, mais symboliquement, c'est pas que du symbole, 40 000 euros tout de même. Mais c'est aussi un symbole important, c'est-à-dire qu'à la Confédération paysanne, on n'est pas un syndicat corporatiste replié sur soi, on est aussi ouvert à la société, et des non-paysans peuvent s'impliquer, participer et nous donner un coup de main financièrement, c'est important. Juste avant de passer au débat, je voudrais aussi compléter le panorama qui vous a été fait en vous disant que, si vous avez remarqué les logos de la Confédération paysanne, en dessous, il y a une petite phrase où c'est marqué « syndicat au pluriel » de défense de l'agriculture paysanne et de ses travailleurs. Syndicat au pluriel parce que justement, on est une confédération. Et donc, il y a aussi des financements qui sont très importants au niveau locaux, au niveau des conseils régionaux et des conseils départementaux. Et là, la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui est hyper alarmante avec la réforme territoriale. Donc du coup, bienvenue en Autriche, Nouvelle-Aquitaine, parce que là, vous êtes sur la plus grosse région française, 12 départements, pour la Conf, 13 structures, puisqu'on reconnaît l'indépendance des Basques. Voilà. Pour la petite histoire, ceci dit, nous, on est sur une région qui est connotée socialiste, donc a priori plutôt favorable à nous. On a des coupures de financement et là on est en train à l'arrache d'organiser des réunions de restructuration de nos ARDEAR, donc la branche régionale de la FADEAR et de nos confs locales, parce que financièrement on ne va pas tenir la route. Je ne vous parle pas de la région Auvergne. Comment elle s'appelle ta région déjà ?
Voilà, où là c'est Monsieur Vauquier qui est très sympathisant de nos causes et qui lui a carrément coupé les cordons de la bourse du jour à l'autre, enfin d'un jour à l'autre, voilà, sans crier gare. Voilà, un peu partout, on se trouve aussi confronté localement, et c'est pas des petits financements hein, pour les confs départementales et régionales. Et là, il y a vraiment une situation qui est très alarmante aujourd'hui pour la survie de nos structures locales, et donc, bah voilà. Hein, et de nos partenaires, bien sûr, hein, ça ne concerne pas que la conf, hein, c'est la conf, ADR, tous les réseaux Impact, en fait, tout le réseau de satellites qui tourne autour de la conf. Voilà. Donc, du coup, pas plus, c'est juste, ça peut alimenter une partie du débat. Et donc, parole à la salle, parce que comme on a grignoté un petit peu sur le début, mais qu'on ne peut pas grignoter sur la fin, parce que tout à l'heure, on se retrouve sur la grande scène, il faut qu'on laisse du temps quand même au débat. Ok, donc, comme le temps est compté, je propose qu'on passe tout de suite à la deuxième question, parce que la première est toujours très très longue à venir. Donc si quelqu'un a une réaction, une remarque, Concis, court, et qu'on puisse... qui souhaite faire une remarque, une proposition, avoir un éclaircissement. Pour la deuxième question, donc Patrice Vidieux, ancien secrétaire national, mais non trésorier. Donc, petite précision, oui, quand vous avez dit on s'est ouvert sur la société, donc il était logique d'aller, il faut dire aussi que la société nous a beaucoup sollicité. Quand les Amis de la Conf se sont créés, c'est parce que énormément de gens dans les départements, les régions nationales nous demandaient comment on peut vous aider. Et on a dit, la meilleure façon, vous vous structurez, hein, non seulement pour nous apporter un soutien financier, mais aussi pour nous aider concrètement sur certaines manifestations. Deuxième chose, question récurrente à la Confédération paysanne. La question des adhésions. On dit toujours le moyen d'être indépendant, c'est de renforcer notre potentiel d'adhérents. On sait très bien que ce n'est pas dans notre culture militante, surtout chez les travailleurs paysans. Et ça revient régulièrement. Est-ce qu'on fait des campagnes d'adhésion? Comment? C'est quand même un acte militant aussi d'aller chercher des adhésions. Comment on peut faire? Et je vois dans beaucoup de départements, il y a beaucoup, non seulement il n'y a aucune volonté d'aller les chercher, mais il y a beaucoup de négligence aussi, ne serait-ce que de demander celles qui nous sont acquises d'entrée de jeu. Alors, est-ce que c'est partout pareil? Là, j'élargis la question. Est-ce que c'est pareil dans les autres syndicats ouvriers? Ou est-ce que c'est spécifique à la Confédération paysanne? Et est-ce que jusqu'aux prochaines élections chambres, il y aura au niveau national un effort de faire de ce côté-là pour essayer de relancer un peu les adhésions dans les confédérations départementales? Vous voulez répondre question par question? Ouais, juste une petite anecdote sur les Amis de la Conf. Là, on vient de vivre un épisode qui est vraiment symptomatique de la difficulté de trouver des financements. Donc, je vous ai dit, association d'intérêt général, possibilité de défiscaliser les dons, avec dans ses statuts écrit clairement soutien à l'agriculture paysanne portée par la Confédération paysanne. Et là, commissaire aux comptes, attention, avant d'avoir le coup de règle sur les 3 doigts, il faut changer vos statuts. Du coup, assemblée générale extraordinaire où les Amis de la Conf élargissent leurs statuts parce que c'était plus de l'intérêt général de soutenir directement la Confédération paysanne. Donc, ouverture des statuts à la biodiversité, à la terre, à l'air, à l'eau, aux animaux, à plumes, à 4 pattes, à 2 pattes, j'en passe et des meilleurs. Et donc, du coup, gros débat. Gros débat de se dire, mais qu'est-ce qui se passe aux Amis de la Conf? Ils sont en train, eux aussi, de prendre leur indépendance par rapport à la Conf. Bon, voilà, à chaque fois, il y a obligation de pédagogie, d'expliquer, etc. Mais c'est pour vous dire qu'à chaque fois, on est toujours en train de lutter contre des gens qui essayent de nous mettre un peu des bâtons dans les roues, parce que ceci dit, ça s'appelle toujours les Amis de la Conf. Et ça pose pas de problème. C'est juste l'anecdote. Oui, une réponse à... C'est Patrice, hein, Patrice Vidieux. Comment ça se passe dans les autres syndicats, notamment salariés? Alors, il y a un syndicat qui a engagé, mais il y a au moins 20 ans, peut-être plus, c'est la CFDT. Ils ont orienté des permanents dans toute la France qui sont pour faire du développement. Ils appellent ça du développement, c'est-à-dire pour recruter.